Bonjour à tous, Franck Muller, ici Lyon, ravi de vous retrouver. Nous sommes mercredi 17 mars. Bien. Alors, il y a encore 3 jours, je disais à propos du vaccin AstraZeneca, on peut faire confiance, j'écrivais ça sur mon Twitter, on peut faire confiance à Olivier Véran, l'homme qui n'a jamais menti, pour faire appliquer le principe de précaution à 66 millions de Français. Grâce à lui, on est rassuré, il n'y a pas lieu de suspendre le vaccin interdit par un nombre grandissant de nos voisins. Mais bon, ce n'est plus l'actualité. Alors je vous explique. 14 mars, Jean Castex, Premier ministre. À ce stade, il faut avoir confiance dans ce vaccin et se faire vacciner, je le dis de la façon la plus solennelle. Sinon, on aura des retards dans la vaccination. Les Françaises et les Français seront moins protégés et la crise sanitaire durera longtemps. Un jour après, Emmanuel Macron. La décision qui a été prise en conformité avec notre politique européenne, c'est de suspendre par précaution la vaccination avec AstraZeneca en espérant la reprendre la plus vite possible si l'avis est favorable. Voilà. C'est tellement facile de faire prendre les décisions aux autres. Donc, pas de décision impopulaire. Macron met ça sur le dos de l'agence européenne. Si jamais il y a un loupé, que ça s'aggrave, on dira « Ah ben oui, mais ce sont les autorités sanitaires européennes. » Et donc, lui, il s'en lave les mains. Et voilà. Donc, voilà. Donc, j'ai l'impression, quand je vois Jean Castex et Emmanuel Macron, c'est les Laurel et Hardy qui ont encore frappé. Hein. La seule différence, mais de taille, c'est que Stan Laurel et Olivier Hardy étaient des immenses artistes qui nous faisaient rire. Et là, on ne peut pas dire même que ces deux personnes, Macron et Castex, on ne peut pas les traiter de guignols. Ce serait faire offense au talent du théâtre populaire lyonnais de Guignol. Voilà, hein. Eux, ce sont surtout des traites à notre nation, ni plus ni moins. Et oui. Alors, écoutez bien, Guignol, mais c'est pas possible. Castex ose nous dire la France va sortir grandie de la gestion de l'épidémie par l'exécutif. On croit rêver, hein. On croit que c'est une interview donnée à la Pravda en 1965. La crise vaccinale rend le pouvoir complètement fou. Hein. On est en plein mensonge d'État. Hein. C'est de la folie. C'est de la folie. La France va sortir grandie de la gestion de l'épidémie. On a été mauvais sur tout. On a fait tout plus mal que les autres. Incroyable. Donc ce lundi 15 mars, l'Allemagne, surtout, a décidé, et la France, après de nombreux autres pays, de suspendre l'utilisation du vaccin anglo-suédois. Ces recommandations de lundi, puisqu'on a besoin d'attendre un institut médical, Paul Hellrich, qui conseille donc le ministère allemand. Hein. Voilà. Hein. D'autres examens sont nécessaires après de nouvelles informations concernant des thromboses de veines cérébrales en lien avec la vaccination. Ouais, voilà, donc le président de la République, côté français, a annoncé lors de la conférence de presse qui a clôturé le 26e sommet franco-espagnol, la France suspendait l'utilisation du vaccin, voilà. Hein, jusqu'à un avis européen qui devait être donné le 16 et qui, en fin de compte, va être repoussé, je crois, jusqu'à demain jeudi, voilà. Hein. Alors, on n'imagine pas l'Agence européenne des médicaments totalement irresponsable au point de donner un avis favorable à l'AstraZeneca après l'avalanche d'effets secondaires parfois très graves enregistrés au début de cette vaccination et mettre sur le compte de ce vaccin. Hein. Mais on peut s'attendre à tout d'une institution quand même qui, dont les membres ont tous des liens d'intérêt avec les grands laboratoires pharmaceutiques. Et il faut savoir qu'au sein de l'Europe, le lobbying est un mode de fonctionnement normal de l'ensemble des rouages de l'administration européenne. Hein. Vous avez 30 000 personnes à Bruxelles qui tournent pour vendre leurs salades, certains médicaments, pour le glyphosate, etc., etc. Donc ils font du lobbying, ils font des cadeaux aux députés européens pour que certaines lois soient présentées et passent. Hein. Voilà. Alors je voudrais rappeler quand même que le Premier ministre, non, pas encore, il voudrait bien être Premier ministre, Olivier Véran a reçu sa première dose d'AstraZeneca le 8 février au centre hospitalier de Melun. Compte tenu du délai au départ de 3 à 4 semaines entre 2 doses, c'est lui-même Véran qui avait dit qu'il fallait compter à peu près ça, il aurait dû déjà recevoir depuis longtemps sa 2e dose. Et moi je ne sais pas, mais on n'a pas vu la 2e injection. Cela a été certainement beaucoup moins médiatisé
que la première. Aucune information n'a filtré dans la presse. Voilà. On rappelle que Véran a joué superbement le rôle d'agent commercial lors de ce show, One Picou Show. Voilà, hein, il nous disait à l'époque, je continue de recommander la vaccination sur le vaccin AstraZeneca qui protège contre 99% des virus qui circulent sur notre territoire. C'est quand même bizarre parce que quand on vous dit qu'il y a des variants et qu'avec les variants, justement, ça pose problème et qu'on n'est pas immunisé. Mais enfin bon, voilà. Hein. Je vous rappelle encore que le dimanche 14 mars, Jérôme Salomon, directeur général de la santé, assurait encore que le vaccin AstraZeneca avait toute sa confiance. Hein. La balance bénéfice-risque est extrêmement favorable au vaccin, voilà, hein, sur BFM. Hein, voilà. L'Agence nationale de sécurité du médicament était très favorable à l'AstraZeneca. Voilà, hein. Et le lendemain, Macron contredisait son directeur de la santé et annonçait la suspension. Donc c'est un super gros couac de la communication. C'est quand même ces gens qui sont sur toute la... qui jouent tous sur de la communication et en aucun cas sur des résultats, puisqu'il n'y en a pas malheureusement, ils sont catastrophiques, mais ils ne sont même pas capables de maîtriser leur communication. Vous voyez ce que je veux dire? C'est incroyable. Voilà, hein. Le professeur Alain Fischer, le 10 mars, le président du Conseil d'orientation de la stratégie vaccinale, il nous disait que pour cette histoire d'AstraZeneca, c'était l'objet d'une politique injuste, non scientifiquement fondée. Voilà, hein, monsieur le professeur Fischer. Voilà. Il nous assure sans rire que les effets secondaires de l'AstraZeneca sont transitoires et non graves et que ça peut se prévenir avec un peu de paracétamol. Alors des troubles, ce qu'on appelle thromboemboliques ou anaphylactiques, traités au paracétamol, eh ben, ça serait une grande première médicale. Hein. Je rappelle que le docteur Alain Fischer est pédiatre et professeur d'immunologie, une sommité peut-être, mais sur les thromboses peut-être pas. Hein. Voilà, hein. Donc on voit bien que tous ces gens apparaissent pour ce qu'ils sont. Ce sont des affligeants pantins, si vous voulez, qui sont aux mains de puissants lobbies, Véran, Salomon, etc. etc., etc. C'est plutôt leur démission qui serait la bienvenue pour que les Français retrouvent un semblant de confiance dans la manière dont la Macronie gère la crise, gère cette crise sanitaire. Mais alors, je viens de tomber sur un article de hier. Nous apprenons maintenant que le délai entre deux doses peut aller de 9 à 12 semaines. Hein. Et puis Véran nous a également dit qu'il n'y avait pas lieu de s'alarmer si vous n'avez eu qu'une dose, que ça fait effet quand même pas mal de temps. Donc, vous voyez, je veux dire, tous les 15 jours, ça change. On vous avait dit, c'est entre 3 et 4 semaines pour faire la deuxième injection. Mais comme ils n'ont pas de vaccin, maintenant, ça peut aller jusqu'à 12 semaines. Voilà, c'est comme ça. C'est ça la science. Alors, une autre imposture, c'est quand on vous fait du cinéma, c'est vraiment, on vous fait du cinéma. Hein. On vous met le journal télévisé, oui, alors, vous comprenez, on va rapatrier des gens. Alors, des gens, on en a envoyé 60 ou 80 en Belgique. C'est quand même triste que la France, puissance économique, envoie des malades à l'étranger pour la bonne raison qu'il n'y a plus assez de place dans nos services d'urgence. Je tiens à vous rappeler qu'en Ile-de-France, on a continué de fermer des lits d'urgence cette année-là. Sur 2020, on a continué à en fermer en Ile-de-France. Oui, voilà. Hein. Et puis on vous fait un gros Big Mac sur les disponibilités de lits. Enfin bon. Alors évidemment, si on réduit au fur et à mesure les lits, à un moment, je vous rappelle qu'on en a 3 fois moins que les Allemands. Bon. Et alors, ce qui est très bizarre, c'est le même coup, j'en avais parlé déjà il y a 6 mois, on nous refait le même coup, et le patron de la fédération, et ça date de hier, le patron de la Fédération de l'hospitalisation privée a dit « le privé est là et le privé peut aider hein ». S'il devait y avoir une nouvelle accélération de l'épidémie Covid-19, le secteur du privé pourrait donc ce qu'on appelle upgrader ses services de réanimation afin de disposer d'un plus grand nombre de lits. On est aujourd'hui entre 1500 et 2000 lits de réanimation dédiés aux patients Covid et on peut monter à 4000. Hein, c'est M. Lamine Garbi, président donc, de la Fédération hospitalière privée. Voilà, hein. Il nous dit que le privé pourrait prendre en charge jusqu'à 20-30% des patients hospitalisés en réanimation. Voilà, hein. On avait réussi à faire monter à 27%, mais ça avait été long pour se mettre en place. Hein. Et voilà. On répète, les cliniques privées peuvent appuyer l'hôpital public en prenant des patients Covid en réanimation. Ils peuvent le faire en médecine, en soins de suite et prendre des maladies de chirurgie non Covid pour délester l'hôpital et éviter des retards de soins. Voilà. Hein.
Mais ça, c'est avec les agences, c'est avec les agences régionales de santé, etc., etc. Il n'y a absolument pas de coopération. C'est une grosse administration et rien ne se fait. Voilà, hein. Donc, vous allez dans des hôpitaux privés, ben, vous avez largement de la place. Hein. Mais bon, c'est toujours le même bazar et on refait les mêmes erreurs. Voilà, hein. On va déplacer des gens en TGV. D'ailleurs, les TGV ne sont pas partis parce que les familles des patients ne veulent pas que leurs malades aillent à 300, 400, 500 km de chez eux. Donc, du coup, on a équipé de TGV avec tout le système de réanimation et tout, et en fin de compte, ces TGV ne sont pas partis. Je ne sais pas si vous voyez l'argent que ça coûte et le temps que ça prend pour ne rien faire. Voilà. On n'avait pas assez de personnes pour mettre dans ces trains. Voilà. C'est-à-dire qu'on a commencé à préparer les trains sans avoir l'accord des malades. Voilà. Bon, enfin bref. Dur. Alors, je vais vous parler un tout petit peu d'écologie parce que c'est un truc fou. L'écologie, elle est punitive et gaspilleuse. Et oui, les mesures écologiques qui sont prises en ce moment, en ce qui concerne la suppression pure et simple des véhicules diesel en ville, c'est tout et son contraire. Par exemple, les écologistes vont voter à l'Assemblée nationale, et je suis d'accord avec eux, contre l'obsolescence programmée de l'électroménager, notamment. Nos objets du quotidien, nos électroménagers, doivent durer plus longtemps et être réparables pendant 10 ans au moins. Hein. Donc on ne peut que se féliciter de cette prise de conscience. Il y en a marre d'acheter des trucs qui durent, du matériel qui dure 3 ans, et après on est obligé chaque fois de le changer. Donc c'est tout à fait. Mais à l'opposé, on prend des arrêtés municipaux interdisant à des échéances très très courtes, comme 2022, l'accès de certains véhicules diesel, voire certains utilitaires, pour les centres-villes. Voilà. Mais il s'agit souvent de véhicules récents, bien entretenus, beaucoup moins polluants que le diesel d'il y a 20 ans. Est-ce bien écologique de jeter des véhicules qui peuvent rouler encore quelques années et qui ont passé le contrôle technique, donc ils sont aux normes, et qui parfois ne sont pas finis de payer, hein. Et pendant ce temps-là, les autorités européennes finalisent des accords avec des pays tiers, voire des continents, à l'autre bout de la planète, le CETA, le TAFTA, etc. Et rappelez-vous le dernier signé avec le Vietnam, au 1er août 2020, qui prévoit à terme l'annulation, l'extinction de tous les droits de douane. Voilà. Donc on n'a pas fini de voir des centaines de cargos traverser nos mers, tout en polluant, bien entendu, pour nous apporter des produits de piètre qualité, jetables, voilà. Donc c'est ça l'écologie. Voilà. Et on vient vous enquiquiner pour votre véhicule diesel. Voilà. Alors je fais un lien, toujours écologie, enfin ce qu'on appelle le localisme. Alors, Marine Le Pen, il me semble, il y a une dizaine de jours, était passée sur Europe 1 le matin, et vous savez, dans un parti politique, on cherche un petit peu des thèmes, hein. Donc il faut aussi parler d'écologie quand on veut prétendre à la plus haute fonction de l'État. Et dans les cartes du Rassemblement national, on parle de localisme, et voilà. Et mais Monsieur Dupond-Moretti, ne rate effectivement aucune occasion de proférer des conneries plus grosses que lui, et Dieu sait qu'il est gros, et surtout de vomir consciencieusement sur la méchante ennemie de son gentil patron, sur Marine Le Pen. Hein. Ça sent la campagne, et on commence à lancer des bouses. Voilà. Pourquoi ? Parce que, si vous voulez, on relève pourtant du bon sens paysan, si vous voulez. En effet, mieux vaut consommer des légumes du cru, par exemple des concombres bourguignons plutôt que marocains, ou peut-être s'abstenir de consommer des ananas qui viennent de Côte d'Ivoire, et cela permettrait une réduction drastique de la circulation continue de camions et de bateaux, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, gros consommateurs de pétrole, gros pollueurs, émetteurs de gaz à effet de serre, et de ralentir ainsi le réchauffement climatique, puisqu'il y a réchauffement climatique, et donc de sauver la planète. Hein. Même Greta serait capable de comprendre cela, tout en étant autiste, mais c'est assez simple pour qu'elle puisse comprendre. Hein. Eh bien, si vous refusez de consommer des concombres marocains, c'est que vous êtes raciste. Forcément, refusez d'acheter des ananas ivoiriens, raciste, évidemment. Évidemment. C'est Marine Le Pen. C'est Marine Le Pen qui le propose. Voilà. C'est quand même dingue de voir jusqu'où le racisme peut se nicher dans un esprit malade.
Si cela avait été une proposition venant des écolos, on aurait eu droit à un silence pudique. Voilà, hein. Mais la mesure serait donc progressiste, si elle vient des écolos. Mais si cela vient du RN, elle est raciste. Voilà, va comprendre, va comprendre. Ça en dit long, enfin, compte sur l'honnêteté de certaines personnes et l'impartialité de ce ministre. Voilà. Les consommateurs patriotes ou tout simplement responsables font bien ce qu'ils veulent. Personne, aucun homme politique n'a aucune légitimité pour faire des leçons de morale aux Français, et encore moins pour leur dire ce qu'ils doivent acheter et manger. Hein. Mais le jour où les produits d'importation pourriront sur les étals, nous aurons gagné une bataille. Voilà. C'est ce qu'on appelle le localisme, c'est-à-dire essayer de privilégier les circuits courts et de consommer on va dire, produit en France. Et voilà, hein, les poires qui viennent d'Argentine, etc., etc., moi je veux bien, mais si ça devient une habitude journalière, non, c'est pas... Enfin, soit on a un langage clair, on dit non, il y a la pollution, etc. S'il y a la pollution, effectivement, il faut réduire ce fret alimentaire qui traverse nos mers, et ça j'en ai toujours parlé, aller chercher de la viande au Canada, comme si on n'avait pas assez de fabricants, de producteurs de viande, enfin, vous voyez, des tas de choses, et souvent des produits qui ne sont pas à nos normes, à nous, et qui sont plus ou moins dégueulasses. Voilà. Alors, on parlait de racisme, mon Dieu, chaud, cacao, et oui, il y a pas autre chose à faire, hein, si vous voulez, il n'y a pas assez de problèmes comme ça sur la Terre, on va ressusciter Annie Cordy. Mon Dieu, on a voulu débaptiser un tunnel en Belgique qui portait le nom du roi du début du siècle, Léopold. Et c'était quelqu'un, effectivement. La Belgique avait des colonies, rappelez-vous le Congo belge, et avait voilà, des colonies en Afrique. Bon, il en avait fait, ce monsieur Léopold, roi des Belges, sa propriété privée. Hein, c'était presque sa résidence secondaire. Et voilà, donc il y avait des attitudes qui étaient pas très humanistes, effectivement, et qui étaient vraiment très très racistes. On est bien d'accord à l'époque, mais bon, c'était l'époque. À l'époque, au début du siècle, c'est vrai que il y avait des personnes noires qui étaient emmenées, je vous parle de ça en 1910 ou 1900 pour l'exposition universelle, des choses comme ça, et on allait au zoo, et il y avait des animaux exotiques, et puis il y avait aussi des gens qui venaient des territoires français d'Afrique, Afrique occidentale française, comme on disait à l'époque, et donc les gens étaient tout éberlués de voir des gens qui étaient noirs. On n'en voyait pas, hein, voilà. Mais c'était, il y a un siècle, c'était l'évolution des gens comme ça. Hein, et ben voilà, donc on a ressorti ça, on a dit oui, ben alors on débaptise, on enlève le nom de Léopold, mais on met tunnel Annie Cordy. Oui, ah oui, mais elle a chanté chaud cacao. Hein. Ah oui, et alors, ben oui, mais bon, c'est pas bien, donc c'est encore une association décolonialiste, antiracistes, racialistes qui veut faire condamner, donc elle a regretté Annie Cordy, voilà. Hein. Enfin bon, on va peut-être aussi arrêter, on va dire, mon Dieu, Henri Salvador qui chantait Juanita Banana, c'était aussi des clichés très très racistes, hein. Mais lui on ne dira pas parce que lui-même était noir, donc on ne lui dira pas, vous voyez. Hein. Quand Attali raconte une blague sur les Juifs, sera-t-il poursuivi par la LICRA, la 10e chambre correctionnelle? Il a même écrit un livre qui s'appelle Les Juifs et l'argent. Hein. Bon. Si un Français bien de chez nous va écrire un bouquin sur les Juifs et l'argent, je pense qu'on va le taxer d'antisémitisme. Mais si c'est M. Attali, non. Comme quoi, hein. Voilà. On peut rappeler qu'en France, nous avons eu des académiciens, des ministres, des préfets, des hauts fonctionnaires, des artistes noirs, et cela depuis des années, des années. Les Noirs ont été plutôt bien traités par la France et même distingués. Alors, à cette époque, dans les années 50-60, 4e République, etc., ils étaient distingués pour leur talent. Ces temps-ci, on distingue des gens, notamment César, juste pour leur couleur de peau.
parce que il faut mettre un beurre, il faut mettre un black, ça fait vivre ensemble. Hein, voilà, hein. C'est ce qu'on appelle la discrimination positive. Et on fait une promotion de la diversité, hein, voir les récentes victoires de la musique, et puis les Césars, évidemment, avec notre fameux, l'autre qui a les dents comme ça, là, les dents de lapin, et puis qui parlait de Traoré. Omar Sy, Liliane Thuram, Yannick Noah, voilà, tous ces gens qui se sont reconvertis en donneurs de leçons. Donc ce sont tous des gens qui, s'ils étaient restés dans le pays, c'est ça qui me sidère, si leurs parents n'étaient pas venus en France, Yannick Noah, la mère était française, mais je veux dire, je pense à tous les autres, si la génération précédente de leurs parents ou de leurs grands-parents n'était pas venus en France, ils seraient encore au fond de la brousse, à traire des chèvres ou en train de monter sur des arbres pour faire tomber des noix de coco, c'est le cas de le dire. Mais vous voyez, donc, ils sont venus en France, c'était pas évident, ils ont su s'en sortir, certains avaient du talent, d'autres pas, mais certains avaient du talent, et ils ont pu percer en France. Liliane Thuram a pu être footballeur et gagner énormément d'argent, Omar Sy aussi, et tous ces gens viennent donc cracher sur la France en disant oui c'est scandaleux et tout, on s'en sort pas et tout. Alors ce sont les premiers même en plus à se défiscaliser et à ne pas payer d'impôts en France et à s'expatrier, soit en Suisse, soit les tennisman c'est beaucoup en Suisse, et puis Omar Sy, je crois qu'il doit payer ses impôts, maintenant il est domicilié aux États-Unis, ou Los Angeles, ou quelque chose comme ça. Mais, ah oui, non, mais c'est pas pour les impôts, mais c'est pour sa carrière artistique. Ouais, voilà. Donc, voilà, je veux dire, à un moment, Coco, si tu payais tes impôts en France, on aurait plus d'argent, et si on avait plus d'argent, on pourrait peut-être plus s'aider au niveau des banlieues. Voilà, mais ça, c'est, vous voyez, les termes en général. Hein. Heureusement, on a Mbappé, lui, il est millionnaire. Pour l'instant, il fait profil bas, il empoche des millions des salles blancs qui vont regarder les matchs de foot, et des blancs qui administrent les clubs de foot et qui donc lui payent des millions et des millions en salaire. Et pour l'instant, Mbappé, lui, il dit rien. Hein, il dit rien. Voilà. Mais d'ailleurs, moi, je m'interpelle, et c'est ce que je dis souvent à des gens qui sont issus d'immigration, qui m'interpellent notamment sur sa chaîne YouTube, en disant, mais écoutez, je ne comprends pas pourquoi les Noirs risquent leur vie en Méditerranée et se ruent, c'est normal, c'est aussi pour les gens du Maghreb, enfin musulmans ou pas, enfin bon, divers et variés, comme on peut dire, qui se ruent dans un pays qui est censé les traiter si mal, je veux dire. Même si vous êtes maltraité, vous avez droit à tout. Toutes les prestations qui devraient être réservées à des Français dans un premier temps, à des personnes qui ont cotisé, voilà ce que je veux dire, pas à des Français. Vous avez cotisé, vous avez travaillé, vous avez payé des impôts, ça vous donne droit à avoir des prestations. Je ne connais aucun pays au monde, moi, où on arrive, on dit voilà, je me présente, je m'appelle Franck Muller, j'arrive à New York, j'ai décidé de m'installer chez vous, mais par contre, j'ai pas de travail, je sais rien faire, je sais pas parler la langue, donc je voudrais que vous me trouviez un appartement, que vous me donniez des cours de formation, etc. etc. Je rêve. Et bien en France, c'est comme ça. On va s'inscrire dans des bureaux, il y a des guichets, on vous donne de l'argent. Vous avez des enfants, on vous donne des allocations familiales. On va essayer de vous trouver un appartement, on va aller voir l'assistante sociale, etc. etc. Donc voilà, Alors, si vraiment la France est très, très si raciste que ça, mais surtout ne restez pas. Ne restez pas, partez. Je pense qu'il faut même imposer la remigration forcée pour que vous puissiez retourner dans votre merveilleux pays d'origine, où vous serez certainement accueillis les bras ouverts. Hein, et puis alors, tous ceux qui sont délinquants, violeurs, assassins, etc., et qu'on va entretenir pendant 20 ans ou 30 ans dans une prison, non, c'est bon. Hein, c'est bon. Hein. Dehors, dégagez. Tiens, en fait, j'ai vu un article, je vous ai voulu en parler, mais je n'ai rien préparé. Il faut savoir qu'il y a un projet en Algérie. On va vous enlever votre nationalité. C'est-à-dire que si vous êtes franco-algérien, vous avez fait des délits, vous êtes un petit peu une planche pourrie, l'État algérien va vous enlever, va vous déchoir de votre nationalité algérienne. Oui, c'est un projet.
Donc il fait un petit peu du bruit. Donc, si vous voulez, l'État algérien, lui, ne s'embarrasse pas avec des problèmes. C'est un délinquant, on lui enlève la nationalité algérienne, il ne pourra même plus retourner en Algérie, et la France sera obligée de le garder. Voilà. Et vous entendez nos dirigeants dire quoi que ce soit? Non. C'est-à-dire qu'on vous condamne à garder des délinquants, des pourritures, qui vont devenir intégralement français et qui n'auront même plus la double nationalité franco-algérienne. Voilà. C'est l'évolution, hein, c'est le progressisme. Voilà. Bon, eh bien, écoutez, je vous laisse. Je vous remercie dans tous les cas de ces quelques minutes partagées avec vous. Alors, je le répète aussi aux gens qui me disent ah, pourquoi vous pleurez que vous êtes sur Facebook, vous êtes censuré sur Facebook. Je vous explique encore une fois. Je publie sur Facebook dans 50 groupes. Imaginez-vous que je vais mettre cette vidéo, si je peux la passer sur Facebook, je vais toucher des groupes où il y a 300, 400, 500 personnes, voire 2000, 3000 personnes. Donc ça va se démultiplier. Quand j'ai une vidéo qui passe sur VK, si j'ai une trentaine de vues, voilà, elle passe sur Odyssée, c'est pareil. Je ne sais même pas si j'ai une vingtaine de vues. Voilà. Bon, après, je fais des vidéos, c'est pour qu'elles soient vues. C'est pour apporter des informations, mettre le point sur des mensonges, vous voyez, sur des choses. Vraiment, on nous prend pour des imbéciles. Hein, voilà. Quand vous voyez Castex qui nous dit que la France va sortir grandie de la gestion de l'épidémie, non mais attendez, on a été en dessous de tout, vous voyez. Donc moi je ne peux pas laisser passer ça, quoi. Je vous en fais part pour vous montrer à quel niveau ils sont complètement. Voilà, je ne sais pas ce qu'il a bu, ce monsieur, mais il faut arrêter. Voilà. Donc j'ai besoin que ça soit vu le plus possible pour que tous ensemble on puisse essayer d'inverser. Essayer, je dis bien essayer d'inverser. Mais c'est pas évident, hein. C'est pas évident. Hein. Il y a 1 an pour se préparer. Hein. Enfin voilà. Donc, on a les laurels et hardis et de la politique. Bien, sur ce, je vous laisse. Je vous remercie en tous les cas. Et puis donc, faites un maximum pour partager. Abonnez-vous. Et puis, à la prochaine fois. D'ici la fin de la semaine, ça devrait se faire. OK? Donc, comme d'habitude, je vous salue. Je vous embrasse. Et portez-vous bien. Et à très bientôt. Au revoir.